Le poetto. La plage, son écosystème et l'interaction avec la présence humaine. La halte au poetto peut durer environ 10 minutes, durant lesquelles vous pourrez écouter la piste 13. Vous voilà au Poetto, l'une des plus belles plages de toutes les villes de la Méditerranée. Elle s'étend sur 6 km de longueur et quelques centaines à quelques dizaines de mètres de largeur. Les Cagliaritains aiment leur plage. Ils la fréquentent pour la balnéation depuis le début du XXe siècle, comme on peut le voir dans les collections de photos de la ville de Cagliari, qui ont aujourd'hui une grande valeur. Nous vous invitons donc à dédier un peu de votre temps à cette magnifique plage de Cagliari, pour un bain de mer ou simplement de soleil. Le nom de Poetto vient certainement de la tour aragonaise aujourd'hui en ruine et qui surplombe la plage du haut de la Sella del Diavolo. En effet, la tour s'appelait Torre del Poeta, ou plutôt del Puè, ce qui signifie en catalan del Pozzo, du puits. Le Poetto est également un lieu important pour la nature. Vous l'avez vu et vous pouvez le constater, la plage qui sépare la mer des marais salants est une longue bande de terre sableuse. C'est un terrain qui contient une grande quantité de sel, ce qui rend la survie difficile et seules les plantes qui se sont adaptées y survivent, comme la salicorne. La végétation de la bande de terre qui se trouve du côté des marais salants représente une sorte de signal qui souligne la salinité de la terre et des bassins. Les canets poussent dans l'eau qui est moins saumâtre et l'on peut voir dans les jardins des arbres et des plantes ornementales. Les buissons gris-vert sont des arroches porcelaines. Sur la plage même, la végétation est confrontée au vent, à la mobilité du sable et au passage continu des baigneurs. Vous pourrez quand même voir et apprécier quelques exemples de la végétation typique de ces plages, en particulier dans la partie la plus éloignée du promontoire de la Sella del Diavolo. Ce sont des buissons de jonc à tête pointue qui provoquent la constitution d'amas de sable transportés par le vent et qui contribuent à la formation de petites dunes. Le Poetto est fréquenté par de nombreux oiseaux sauvages grâce à la proximité des étangs. On peut facilement voir voler les hirondelles de mer ou les sternes au-dessus de l'eau quand elles pratiquent leur pêche acrobatique. On peut voir également les cormorans nager et plonger, alors qu'il est plus difficile de savoir où ils émergeront, car ils suivent souvent leur proie sur plusieurs dizaines de mètres sous l'eau. Le matin très tôt et le soir au coucher du soleil, lorsque la plage est encore déserte, on peut facilement voir des goélands qui se promènent en marchant et en particulier des goélands royaux. Versatiles et opportunistes, ils savent que là où les hommes se pressent, ils trouveront toujours quelque chose à manger. On peut également voir d'autres oiseaux sur le sable, comme l'élégante ballerine blanche, en réalité blanche et noire, qui a les dimensions d'un passereau, mais est plus fine et plus élancée. Les fonds de sable marin s'étendent devant la plage et à quelques centaines de mètres de la rive commencent les épidots. C'est une étendue ininterrompue de touffes de feuilles en ruban qui mesurent jusqu'à 1 mètre de long. Les algues que vous voyez sur la rive ne sont que des morceaux de ces feuilles qui se trouvent au fond de la mer. Ces plantes sous-marines ont une fonction très importante car elles retiennent le sable au fond de l'eau et conservent ainsi leur milieu intact. Elles représentent avant tout l'habitat d'innombrables espèces de poissons qui trouvent leur nourriture parmi ces feuilles et qui s'y abritent. Toutes les espèces d'animaux qui sont typiques de ces fonds marins sableux vivent dans la mer du Poetto, malgré une forte présence de l'homme. Des poissons et d'autres organismes qui se sont adaptés à la vie sur le sable des fonds marins s'y camouflent avec des couleurs qui vont du blanc au gris coloré, ce qui les rend quasiment invisibles. Les sols et les rougets, les poulpes et les étoiles de mer offrent une présence habituelle. Sur le sable au fond de l'eau vit également la vive, venimeuse, et qui peut infliger des piqûres très douloureuses à ceux qui le dérangent.
Sur le sable au fond de l'eau vit également la vive, appelée localement aragna. Il s'agit d'un poisson possédant de longues épines venimeuses et qui peut infliger des piqûres très douloureuses à ceux qui le dérangent. Par chance, son venin se décompose sous l'effet de la chaleur et il suffit d'immerger dans de l'eau très chaude la partie du corps qui a été piquée pour mitiger les effets de la douleur du venin. L'eau du Poetto est quasiment toujours limpide. Elle permet donc de voir d'autres habitants de ces eaux transparentes, comme des petites mourmes près de la rive et des bancs de mulets. Vous pouvez maintenant éteindre le guide audio et vous déplacer vers les marais salants, en tournant le dos à la plage. Généralement, le meilleur endroit pour voir les flamants roses de près est le point où la route goudronnée croise les marais salants en direction du centre de Quartu. Les flamants roses. Si vous écoutez cet enregistrement, cela veut dire que vous avez trouvé un exemplaire de flamant rose à observer. N'essayez pas de vous en approcher, ce serait inutile. Le flamand s'éloignerait de vous pas à pas sans que vous vous en aperceviez. Restez tranquille et ne bougez pas. Si vous pouvez vous asseoir, ce serait encore mieux. Vous pourriez alors l'observer calmement. Les flamants roses sont les habitants les plus renommés de l'étang de Cagliari. Il ne pourrait en être autrement. Toutes les personnes qui les rencontrent sont fascinées, même ceux qui ne sont pas passionnés par la nature. Ils sont parmi les plus grands oiseaux qui volent au monde. Ils mesurent environ 1,5 mètre et ils vivent en groupe formés de milliers d'exemplaires. Parfois, ils remplissent complètement nos étangs. Ils sont présents toute l'année à Cagliari, mais leur nombre varie énormément. Ils se déplacent, soit entre Molentargius et Santa Gilla, soit parmi les étangs salés de toute la Sardaigne et les autres grandes zones humides du bassin méditerranéen et de l'Afrique. Les étangs de Cagliari sont un habitat très important pour ces oiseaux. Dans certaines périodes, ils accueillent jusqu'à 15 000 exemplaires. La première chose que vous remarquerez, c'est qu'ils ne sont pas roses, mais blancs quand ils sont au sol. Les plumes roses se trouvent seulement dans leurs ailes. Elles sont en réalité d'une couleur fuchsia très intense, presque rouge. La couleur rose apparaît ainsi d'un seul coup quand l'animal ouvre ses ailes. Quand des centaines d'exemplaires déploient leurs ailes au même moment, cela provoque un spectacle vraiment impressionnant. La deuxième chose que vous pourrez noter, c'est que beaucoup de ces oiseaux ont le cou et la tête sous l'eau. Le motif en est simple. Les flamants roses se nourrissent d'Artemia saline, ce petit crustacé qui vit sur les fonds des étangs salés. Ils doivent donc filtrer avec leur bec la boue qui se trouve au fond de l'eau. La taille, la longueur et la mobilité de leur cou leur permet de filtrer la boue, même là où l'eau a une profondeur d'environ 80 cm. Ce sont pratiquement les seuls animaux qui soient capables de le faire. C'est ainsi qu'ils ont l'exclusivité d'une quantité énorme de nourriture qui est à leur disposition. Les flamands sont parfaitement adaptés pour exploiter cette source. Les flamands sont parfaitement adaptés pour exploiter cette ressource. Observez leur bec. Il est gros et recourbé vers l'intérieur, mais il est très différent de celui des rapaces. Ce n'est pas une arme, c'est un outil. Il s'articule exactement à l'opposé de ce que l'on pourrait imaginer. La partie inférieure, la mandibule, est épaisse et solide, et c'est elle qui est fixée aux vertèbres. C'est la partie supérieure plus fine qui est mobile et qui bouge avec tout le crâne. La raison en est que tout le bec du flamant rose est fait pour travailler à l'envers, quand sa tête est dans l'eau. Son bec fonctionne comme la bouche d'une baleine. À l'intérieur, il a une épaisse série de lamelles latérales, comme des fanons. Sa langue est épaisse et forte. Il l'utilise pour aspirer l'eau et la boue qu'il pompe à travers les lamelles et évacue ensuite vers l'extérieur. C'est ainsi que les flamants roses filtrent les minuscules crustacés et les semences des plantes dont ils se nourrissent. Leur langue a également de petites dents sur les côtés. À chaque mouvement, celles-ci détachent les aliments des lamelles.
C'est un système extrêmement efficace, mais qui présente un problème. Quand un flamant rose mange, il ne peut pas voir ce qui se passe autour de lui. Si un flamant rose tout seul en train de se nourrir ne peut donc pas voir en revanche au milieu d'un groupe, il y aura toujours quelques exemplaires pour contrôler la situation, avec le cou et la tête bien droite. Son mètre et demi de hauteur lui procure en outre un bon point de vue. Si la sentinelle est préoccupée ou dérangée par quelque chose, sa nervosité contamine rapidement les autres, qui se relèvent alors, et si la situation est menaçante, ils s'éloignent pas à pas ou s'enfuient rapidement en s'envolant tous ensemble. Il est pratiquement impossible qu'une menace échappe à un groupe composé de tant de dizaines d'exemplaires, car il y a toujours de nombreux yeux vigilants qui surveillent. Il faut également rappeler que peu de prédateurs peuvent réussir à capturer des flamants roses adultes. Leur dimension, ajoutée au fait qu'ils vivent en grands groupes, représente déjà une grande force de dissuasion contre les prédateurs. L'environnement constitue également une bonne défense. Les flamants roses se déplacent au milieu de grands marécages, dans des eaux relativement profondes, sur des fonds de boue qui représenteraient un piège pour nous, mais également pour n'importe quel autre animal. Malgré leur dimension, les flamants roses sont très légers. Les exemplaires les plus grands ne pèsent pas plus de 4 kg. Ils ont les pattes palmées comme les canards et distribuent leur poids avec efficacité, de sorte qu'ils évoluent là où d'autres animaux s'enliseraient à chaque pas. Le son qu'émettent les flamants roses est surprenant, d'autant plus que ces grandes formations ne se préoccupent pas d'être silencieuses. Ils ressemblent à celui des oies ou des canards. On les entend ainsi à des centaines de mètres de distance, et même depuis les rues de Cagliari, lorsqu'ils survolent la ville en grande formation en V. Les flamants roses ne replient pas leurs pattes et leur cou lorsqu'ils sont en vol, comme le font par exemple les hérons. Ils volent complètement étendus et ils mesurent ainsi 1,80 m de la pointe du bec à la pointe des pattes. Leur cou est si long qu'il oscille visiblement en vol, ce qui donne aux formations une allure caractéristique qui ondule dans les airs, avec le rouge vif de leurs ailes qui éclate sur le bleu du ciel. Les flamants roses nidifient en groupe, sur des îlots ou sur des bandes de terre qui émergent de l'eau au milieu des étangs. Chaque couple construit un nid de boue qui a la forme d'un cône. La femelle ne dépose qu'un seul œuf à la fois. Les nouveau-nés sont de couleur gris sale et se distinguent facilement au milieu des adultes qui sont blancs et roses. Les flamants roses ont différents noms en sarde. En dialecte local, on les appelle soumangoni, nom qui indique également tous les autres échassiers. L'appellation la plus intéressante vient de la région d'Oristano, où les flamants roses sont appelés Sargentia rubia, ce qui signifie le peuple rouge. C'est un nom qui comporte un grand sens symbolique. C'est comme si l'on donnait à ces merveilleux animaux le même statut que les êtres humains, comme si on leur donnait le droit à une même dignité. Les flamants roses constituent donc un peuple à part, capable de voler et qui, de par son